Ah non, mais je peux Oui, faire en réponse à des questions. C'est plus vivant comme. Il n'y a pas de souci. Alors, monsieur. Merci pour ces deux interventions, c'était vraiment très intéressant. Moi j'ai vu, il y a vraiment une chose qui m'a interpellé quand Samuel Agathe avait dit qu'il y avait une controverse entre au sujet de deux questions sur la définition de la République, sur donc le fait qu'elle intègre une dimension sociale d'une part, et le fait qu'elle confère un rôle actif au peuple. Le point commun que je vois entre ces deux questions qui font controverse, c'est agir dans la durée, c'est-à-dire intégrer une dimension sociale, ça veut dire intégrer la notion de travail, donc la définition des citoyens comme étant des contributeurs de travail, et pas simplement des bouches à nourrir. Et la question du rôle actif politique au peuple, c'est agir dans la durée, c'est pas simplement épisodiquement, avec une délégation, et voilà. Et donc agir dans la durée politiquement, c'est prendre le temps de décider, s'informer, surveiller, juger, évaluer, etc. Et il y a cette dimension de durée et d'action, agir, qui est revendiquée en bloc sous l'étiquette République démocratique et sociale, ça s'homogénéise, ça devient cohérent, et qui est réfuté de façon tout aussi cohérente par une autre vision qui avait déjà bien du mal apparemment à lâcher le côté universel du suffrage. Et ça, je pense que ce serait intéressant de se ressaisir de ça pour refonder un peu la définition de la République autour de principe d'action dans toutes les dimensions, et je fais le lien avec la deuxième intervention, ce qui fait écho à mon avis à ça, c'est sur la culture. Qu'est-ce que c'est que la culture à travers ce prisme de ces deux controverses? C'est soit la culture instituée, très épisodique et très localisée, soit la culture liée à l'action, c'est-à-dire la culture populaire. C'est-à-dire faire la culture en tant que corps politique et corps social, et non pas interagir avec une culture élitiste très très localisée dans le temps et l'espace. Donc la dimension d'action, à mon avis, elle homogénéise les lieux et les moments de la vie des citoyens, mais agir, ça veut dire agir dans la durée. Et moi, ce que je crains, j'en finis là, c'est tout, après je vous interpelle sur ces questions-là, c'est il y a un autre danger que je vois aujourd'hui dans l'attaque sur l'action, c'est qu'aujourd'hui, on nous laisse des espaces d'action, en nous disant, vous êtes censé agir uniquement à travers la consommation, mais pas à travers ni le travail, ni le jugement, ni la réflexion. Non, on vous laisse agir dans la durée et même le plus longtemps possible, mais à condition qu'agir, ça signifie simplement consommer. Ça, c'est un danger extraordinaire, je pense. Intervention qui appelle des réponses, Samuel Agathe. Merci. Oui, je pense que c'est avec cette question-là de la durée, on touche à une question, un peu la question centrale, parce que si vous voulez, si on essaye de vraiment aller au fond de c'est quoi la différence entre cette République formelle et cette République démocratique et sociale, il y a cet élément-là qui est extrêmement important et que vous avez bien mis en lumière, c'est l'action citoyenne. Est-elle une action discontinue, uniquement une scansion de moments d'élection et ensuite de retrait, ou est-ce qu'elle est continue, est-ce qu'elle est, comme vous le dites, dans la durée, etc. Et c'est très important de bien voir ça, parce que alors, on a souvent l'idée, démocratie représentative, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, la démocratie directe, c'est pas possible, et c'est sûrement vrai, au sens où l'idée de forcer les citoyens à être en continu dans l'action politique, ça ne veut pas dire, c'est pas forcément la bonne chose. Sur la durée, je dirais pas que le plus important, c'est que ça soit en continuité permanente. Mais en 1848, ce que demandent les défenseurs de la République démocratique et sociale, c'est pas qu'il n'y ait plus d'assemblée et qu'ils aient le pouvoir en continu direct du peuple souverain, c'est qu'ils puissent se saisir, lorsqu'ils le souhaitent, du droit de contrôler ce que font les gens qui parlent en leur nom. Et que ce pouvoir-là
il doit exister en continu, même s'il ne s'exerce pas en continu. C'est ça où je mettrais la nuance sur l'action de la durée. Ce qui compte dans leur vision de la citoyenneté, c'est qu'elle puisse, dans la durée, s'exercer, mais selon une durée qui est choisie par les citoyens et les citoyens, en l'occurrence à l'époque, mais et qui puisse comment dire, et voilà, il y a donc en gros, il ne s'agit pas d'être contre la représentation, c'est une autre représentation. Ce que j'ai appelé, ce que j'appelle dans le livre, désolé, c'est un peu narcissique de dire comme ça, une représentation inclusive. C'est-à-dire une représentation où, certes, vous êtes représenté, mais le fait que quelqu'un parle votre nom vous autorise d'autant plus à vous inclure dans la politique, parce que puisqu'il parle en votre nom, vous avez le droit de lui demander des comptes. Mais ce qui a triomphé, c'est pas ça, évidemment, vous le savez, c'est une forme de représentation, au contraire, qu'on peut appeler exclusive. Toutes nos institutions sont fortes, sont organisées autour de cette idée. Une fois qu'une personne est élue, elle parle au nom du peuple. Par contre, vous, citoyens, le fait qu'elle parle au nom du peuple rend votre présence importune, voire un peu factieuse. Si vous prétendez, si on trouve déjà chez Clémenceau, etc., c'est-à-dire vous parlez au nom de qui, vous, là, qui manifestez dans la rue, ou qui faites des grèves, vous n'avez pas de légitimité. Or, si, il y a une légitimité, c'est que vous êtes représenté, vous avez le droit d'interpeller ceux qui vous représentent. Et en ce sens-là, il me semble que dans les propositions d'action ou des principes de la LDH, on retrouve tout à fait ça, cette idée de citoyenneté que vous évoquez, elle est tout à fait pertinente. La question est, alors, en vous l'adressant aussi, c'est alors, qu'est-ce que faire? Parce que ma lecture du 19e siècle, et notamment de 1848, c'est que les institutions qui existent, et là je ne parle pas de 3e ou 4e ou 5e République, ou de la 6e si elle arrive, mais vraiment la façon même dont s'articulent l'État et la société est marquée irrémédiablement par ce rejet des formes inclusives de participation et de citoyenneté et de représentation, et que dès lors, comment vous imaginez un combat qui ne passe pas par une transformation radicale et un bouleversement révolutionnaire, au moins des institutions, mais ça ne suffirait pas, parce qu'évidemment, pour avoir une démocratie continue ou une démocratie dans la durée, etc., il faudrait modifier les rapports au temps, réformer le capitalisme notamment. Disons, voilà, comment est-ce que vous envisagez un programme qui est très ambitieux politiquement, remettre les citoyens au centre de la politique, mais en restant malgré tout dans cette tradition d'institutions qui sont héritées d'institutions qui ont été créées contre ça. Notre République a été créée contre ça. Notre République, elle vient de la Constitution de la Deuxième République, ça reste la matrice complète de toutes les républiques suivantes, et elle est écrite en novembre 1848 par une assemblée qui n'a qu'une peur, c'est de voir le peuple à nouveau dans la rue, et on hérite encore de ça. Il y a eu des changements sous l'effet notamment du mouvement ouvrier, qui ont fait un pas de côté, qui ont décidé on ne s'intéresse plus aux institutions, mais qui les ont transformées malgré tout. Puis sous l'effet aussi de gens qui ont récupéré l'idée de République démocratique et sociale sous une forme un peu light, un peu édulcorée, que sont les socialistes, etc. Mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas dans les institutions aujourd'hui une sorte de faute originelle qui est il n'y a pas de possibilité de démocratie citoyenne telle que vous le proposez, en restant dans ce canevas institutionnel fait pour l'empêcher. Ça, si on peut rester sur cette question, excusez-moi, mais c'est le point clé qui bloque toute la société et qui a fait l'objet de plusieurs conférences dans ces salles. Excusez-moi, c'est impertinent, mais si on pouvait s'étendre là-dessus, les gens ne croient pas qu'ils peuvent intervenir. Ils n'y croient pas. Ils ont le pouvoir, pas nous. Excusez-moi, mais si vous pouviez creuser ça la centaine que vous êtes, ça aiderait drôlement. Parce que c'est le point d'achoppement dans toute la France. Et la difficulté, c'est de persuader les gens qu'ils ont le pouvoir. C'est ça la difficulté, en fin de compte. Les associations, les syndicats, je ne dirais pas les partis politiques. Ils n'ont pas. Il faut les convaincre, mais on leur ment. Voilà. La délégation de pouvoir. Oui, c'est bien compliqué quand même. Bon,
Je résume. D'abord, je réponds à la question qui a été de dire comment fonctionne la LDH avant de rentrer dans le cœur du débat politique. Tu m'excuses, mais voilà. La LDH, elle fonctionne simplement. Elle est structurée localement. Vous en avez une à Montluçon. Donc, il faut être plus de 5 adhérents pour créer une structure dans chaque ville, ou même dans votre village. À partir de là, vous pouvez créer une section. C'est comme ça que ça s'appelle, une section de la Ligue des droits de l'homme. L'adhésion est fonction de votre grille de cotisation, de votre revenu. Au-dessus de ces sections, il y a une fédération départementale qui regroupe toutes les sections. Au-dessus des fédérations, il y a un comité régional. Et au niveau national, il y a un comité central. Sachant que, on ne va pas s'éloigner de l'objet du débat, mais à la fin, je peux vous donner des explications sur le fonctionnement. On a limité volontairement le nombre de mandats des représentants dans nos sections, dans nos fédérations, dans nos institutions. Moi, j'en suis à la 2e année, même presque la 3e, et je suis bien content qu'au mois de septembre, ça se termine. Parce que c'est sain, parce que d'avoir un mandat 3 fois un an renouvelable, ça me va bien. Parce que j'ai pas envie d'en faire plus, il y en a d'autres derrière certainement qui ont envie. C'est le partage des responsabilités, ça rejoint peut-être un peu aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur la manière d'observer les façons dont on gouverne. Je ne dis pas qu'on est un modèle parfait, on s'engueule de temps en temps, ça arrive aussi. Non, sérieusement, voilà comment ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de... On est sur un modèle différent des partis politiques, c'est relativement associatif. Ça n'empêche pas les prises de position qui sont les nôtres et qui sont généralement très claires. Hein. Je peux vous dire, là, pour le moment, on peut bien nous faire ce reproche. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on assiste à, pour en revenir à notre problème, à un bicéphalisme du pouvoir partagé, où on a réduit la durée du mandat du président de la République, mais il n'a jamais eu autant de prérogatives. On a une redéfinition de l'espace politique. Je crois que, fondamentalement, aujourd'hui, si on voulait enclencher le premier moteur, ce serait de se dire, alors je pose la question, est-ce qu'il ne faut pas renforcer finalement, il y a deux solutions, est-ce qu'il ne faut pas renforcer le Premier ministre, ou est-ce qu'il ne faut pas le faire disparaître? Je pose la question. La deuxième chose, c'est, si on est dans la première optique où on dit on renforce le Premier ministre, issu nécessairement de la majorité des élections législatives, est-ce que finalement on ne demande pas au président de la République de se dire tu te concentres uniquement sur les affaires internationales et tu es le garant de la Constitution? Alors quelle Constitution? Ça aussi c'est 5, 6, bon. Ça mérite de poser le débat. La troisième chose, c'est dans ce qu'on vit aujourd'hui, quelque chose qui est terrifiant, c'est qu'il y a un vide abyssal dans les partis de ce qu'on peut appeler la doctrine. C'est pas un gros mot, hein. Et comme la propagande, c'est pas un gros mot non plus, ça dépend ce qu'on en fait. Bon. Quand on observe un peu, on est en plein centenaire de la guerre de 14, alors on nous fait des magnifiques célébrations pour célébrer la boucherie. Je préfère célébrer 18 que 14, hein, ou 15, chacun fait comme il veut. Quand on était dans la conception de la politique telle que la voyait Jaurès, la politique c'était des idées et des mots. Aujourd'hui c'est des mesures et des chiffres. Dans ces mesures et des chiffres, quelle est la dimension de l'humain? Et pour répondre aussi à la nécessité de peut-être reformaliser ce qu'est l'action publique, est-ce que demain on va aller vers une construction de la politique? On va mettre au centre de cette construction la notion d'égalité, ou est-ce qu'on va partir vers une construction qui va être dangereuse, et on est en plein dans le débat en ce moment, sur une construction de la société, sur l'identité? Voilà. Est-ce qu'on fait une dose de proportionnelle? Est-ce qu'on ne la fait pas? Visiblement, Hollande y a renoncé, tant pis pour lui, et tant pis pour nous aussi. Est-ce qu'on pose réellement à un moment donné la question de cette proportionnelle? On en parle depuis les années 80 quand même. Alors on nous dit, ah oui, mais il y a le Front National. Ben oui, le Front National. Mais le Front National, il monte parce qu'on ne tient pas de promesses. Il ne monte pas tout seul. Il monte parce que la transformation sociale de ces idées
notamment, et là je sors donc du cadre de la Ligue des droits de l'homme, je m'en excuse un peu, mais j'exprime moi aussi ma colère, parce qu'elle est où la transformation du discours du Bourget? Alors il ne faut pas chercher midi à 14h les déroutes électorales d'entre les élections présidentielles et celles à venir, parce que quand on ne tient pas, on échoue. La deuxième chose, c'est que quand on ne cherche pas à changer la vie et qu'on change d'avis, on échoue. Et la troisième chose, c'est que dans le vote de désespoir, il n'y a pas que cette raison, je ne vais pas détailler les raisons du vote Front National, mais on fait mécaniquement, non pas monter le nombre de voix du Front National, parce qu'il suffit implacablement de regarder si elles ont progressé ou pas, c'est pas le cas, mais on fait rester ceux qui votent pour le progrès social chez eux, et qui n'ont plus confiance en ce modèle de politique. Il est là le problème. Donc à un moment donné, je pense que, pour se résumer, il faut redéfinir effectivement l'espace politique, à l'intérieur duquel on fait un vrai choix en se disant qui dirige et est-ce qu'on continue avec ce bicéphalisme des fonctions. Est-ce qu'on fait ou pas cette dose proportionnelle ou est-ce qu'on va vers la proportionnelle? Alors, quel est le balancier pour qu'il y ait une majorité? Comment ça fonctionne? Tout ça peut se définir. Et la troisième chose, c'est le temps, la notion du temps. Aujourd'hui, ça va très vite. On est passé de 7 ans à 5 ans pour le mandat présidentiel. On n'est plus dans la même société d'information. On va dans quelque chose qui va très vite. Et le pouvoir qui est en place, du jour au lendemain, doit réagir aussi très vite. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de donner, en quelque sorte, du temps au temps? Alors, on revient à la salle avec deux interventions, une ici, Jean, et une derrière toi. Et une autre là. Oui, moi, en fait, ce que vous racontiez tout à l'heure sur 1848, ça me faisait me souvenir de comment la 5e a démarré, et en fait, c'est suite à la guerre et à la résistance, et donc c'est suite à la dernière fois où le peuple a déjà pris les choses en main, renouvelé les élites, d'ailleurs en ayant les fusils dans les mains, et comment le processus de la 5e, ça a été dompter ce mouvement-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de se demander comment on pourrait renouveler la République, en sachant qu'on a un mouvement ouvrier qui est relativement atone, et un peuple qui n'a même plus de définition de lui-même. C'est-à-dire qu'on a des élites qui nous poussent à ethniciser le peuple, c'est-à-dire qu'on est le peuple si on est blanc et... Voilà. Je sais pas que ça va être ce truc. Vous êtes à bonne distance. Voilà, à bonne distance. Mais voilà, mais du coup, on a découpé le peuple en morceaux, et le mouvement ouvrier ou progressiste, il est plutôt atone en ce moment. Et donc dans ces conditions, est-ce que c'est pas un peu tôt de se demander si on fait de la proportionnelle ou pas? Est-ce que le plus urgent, c'est pas déjà faire peuple, retrouver l'unité et, ma foi, se mettre en route? Parce que j'ai l'impression que c'est ce que l'histoire montre, c'est que c'est quand on est tous ensemble qu'on peut commencer à botter les fesses de ceux qui, sinon, prennent le pouvoir. Il y avait une question. Alain, et ensuite Bala. Oui, excusez-moi. Pas trop près. Je suis intéressé par tout ça, je suis curieux de plein de choses. J'ai pas tout compris, mais je suis intéressé par tout. Je voudrais savoir si on peut dire que l'on a le pouvoir, que les élus ont le pouvoir. J'en doute, excusez-moi. Gérer une collectivité, c'est pas bon. Est-ce que c'est avoir le pouvoir? Est-ce que c'est pas, enfin, vous avez répondu, mais un ersatz de république, que de penser que les élus ont le pouvoir? Je pense qu'ils auraient intérêt à dire qu'ils n'ont pas le pouvoir, s'ils n'ont pas le pouvoir, si les élus ou ceux qui les ont élus et qui doivent suivre leur travail n'ont pas la maîtrise de l'économie. Je pense qu'on va creuser avec des choses intéressantes, passionnantes, c'est pas la question, que l'on se réfère ou non à l'histoire d'ailleurs. Le quotidien vécu par une partie d'entre nous nous éclaire, à mon avis, assez, mais merci d'être venu. Je veux dire, les élus peuvent-ils prétendre qu'ils ont le pouvoir? J'en doute, et j'aimerais avoir le point de vue de vous, mais de ceux qui en ont un, et tout le monde en a un là-dessus.
On passe le micro. Oh ben, oui, moi je peux parler fort. C'est exactement ce que je voulais dire, à quelque chose près. C'est que dans la vie de tous les jours, moi j'ai pas l'impression d'avoir le pouvoir. Parce qu'on fait des manifestations, on fait des pétitions, ça ne sert absolument à rien. Alors, on a peut-être le pouvoir. Enfin, le politique n'a pas toujours le pouvoir parce qu'il y a l'économie, mais je pense qu'à propos de sujets comme la nationalité, comme l'horreur qui nous tombe dessus avec le truc d'urgence, là, je ne sais pas comment ils appellent ça. Alors là, ils ont le pouvoir. Moi, je pense qu'ils ont le pouvoir, là. Et là, je ne sais pas quoi faire pour que ça change, parce que malgré les pétitions, malgré les manifs, malgré tout, il ne se passe rien. Et juste une petite parenthèse par rapport à la culture. Moi qui suis une fille de culture, dans l'Allier, on est le seul département où on a supprimé aux troupes professionnelles, mais pas l'argent va toujours à la culture, ce qu'ils appellent l'événementiel. C'est-à-dire qu'il y a des petits rigolos qui vont faire des kermesses, des trucs comme ça, auront des sous, mais pour faire des films, des pièces de théâtre, de la musique, pour informer le peuple, le petit peuple, là où on a soif de tout ça, ce que j'appelle moi l'éducation populaire. Oui. Alors ça a disparu. Il y a des choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Signez s'il vous plaît quand ça vous arrive et propagez-le partout sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait le maximum de pétitions, même si je pense que ça sert à rien et que c'est là où je pense que le pouvoir, on l'a pas du tout. Excusez-moi, mais j'y crois pas du tout. On peut aussi ajouter que l'état d'urgence va renforcer le caractère autoritaire des institutions de 5e République. Merci. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas le pouvoir. La question est, en tout cas le fait est que à un moment de l'histoire, du XIXe siècle, les gens ont dit que la République, une République, ça ne peut pas être un régime où les citoyens n'ont pas de pouvoir. La République, de la même façon, c'est le côté République démocratique, le côté République sociale. Les personnes qui ont porté l'idée républicaine ont dit qu'il ne pouvait pas y avoir de République s'il n'existait pas les conditions économiques basiques nécessaires pour ça, et notamment dans ces conditions qu'aucun homme ne soit exploité par un autre homme. L'idée, c'est que vous ne pouvez pas dire vous faites le suffrage dit universel s'il y en a un qui est le patron de son concitoyen. Donc, moi, mon but, c'est pas de dire du tout, je pense que, si vous voulez, l'orientation générale de mon propos, c'est de dire que quelque chose s'est perdu à ce moment-là. Ce sens de ce que pouvait être cette République-là s'est perdu. Mais là où on a des raisons d'espérer, c'est qu'il ne s'est pas perdu entièrement. Les personnes ont continué à cultiver cette idée de République démocratique et sociale, et ça, notamment les personnes, on va dire, ce qui a créé le mouvement social, le mouvement ouvrier. Et donc, j'en arrive aux deux questions que je ne peux pas évidemment traiter, mais qui évidemment sont quand même très très liées. Comment faire peuple? Qu'est-ce que ça veut dire se battre pour un pouvoir politique, alors que le pouvoir politique a de moins en moins d'influence par rapport aux autres types de pouvoirs? Là encore, historiquement, la leçon de 1848, pour moi, c'est ce qu'ont décidé de faire les ouvriers après l'échec de juin 48, où on est dans un moment donc de destruction, de dépossession complète. Ils ont perdu, ces ouvriers parisiens des ateliers nationaux. Ce qu'ils ont fait, à ce moment-là, ça a été de se reconstituer comme force en dehors du pouvoir, en dehors de l'État. C'est la première chose. Ils ont décidé de faire peuple, oui, mais faire peuple par en bas. Non plus en s'en remettant à des représentants ou en rentrant dans les institutions, mais en disant la chose suivante qui est très simple, qui est dans un des premiers manifestes du mouvement ouvrier en juin 1848, c'est avant l'insurrection, et en disant cette chose qui va vous sembler évidente, parce qu'en fait, ensuite elle est rentrée dans tout le mouvement ouvrier, communiste, socialiste, mais qui à l'époque n'avait rien d'évident, qui disent mais c'est nous qui créons la richesse. C'est pas l'État. C'est nous qui créons la richesse, c'est nous les travailleurs.
Donc, si on s'associe en dehors de l'État, en dehors du pouvoir du capital, et qu'on crée entre nous des associations de production, d'échange et de consommation, et des associations de crédit pour permettre aux travailleurs d'acquérir les outils de travail, on va créer des associations qui, au fur et à mesure, vont grossir et vont prendre la place de cet État. Et on va bien voir qui c'est qui est le vrai État. Et ça a donné lieu à de nombreux projets entre 48 et 51, et entre 1848 et 1851, d'associations, des associations ouvrières. Les ouvriers ont décidé de quitter les entreprises capitalistes, elles n'avaient pas trop le choix parce que c'était le chômage, de créer des associations, de se fédérer et d'organiser elles-mêmes l'échange. Mais évidemment, face à ça, et donc où est le vrai pouvoir? Face à ça, il y avait Louis-Napoléon Bonaparte qui a, quand il était président de la République, puisqu'il est élu, Bonaparte, au premier tour, en décembre 1848, les premières élections au suffrage dit universel d'un président donnent comme lieu à l'élection à 70% du neveu de l'empereur, qui, 3 ans plus tard, fait un coup d'État. Bref, qu'est-ce qu'il fait? Lui, à chaque fois qu'il y a une association d'associations des ouvriers, il la réprime, il la ferme. Donc, qui est-ce qui a le pouvoir? Je veux bien, je suis d'accord, c'est le pouvoir économique. Mais quand les ouvriers s'auto-organisent pour essayer de reprendre du pouvoir sur le capital, l'État est là pour leur interdire. Donc, il faut être sur ces deux pieds. C'est-à-dire que oui, vous avez raison, la lutte purement politique de dire on va faire une Xème république, ou on va faire truc, à partir du moment où les pouvoirs économiques sont aussi massifs sur nos vies, ça n'a pas de sens. Mais imaginez qu'on va réussir à mener une lutte purement sur le terrain économique, on va se heurter à un moment au fait que l'État peut, et très souvent, servir les intérêts évidemment de la bourgeoisie. Donc, de mon point de vue, ce qu'il faut faire, mais c'est difficile à savoir, parce qu'il faut aussi avoir un peu d'humilité, historiquement, il y a eu plein de façons. La résistance armée, ça a donné effectivement lieu à des très bonnes choses sous Vichy, à un renouveau réel du personnel... Oui, pardon. Il ne faut pas dire. C'est un problème local. C'est vrai. Et donc il y a plein de moyens historiquement dont les gens ont fait peuple. Aujourd'hui, il faut voir ce qui se passe dans les endroits où ça se fait. Il y a des renouveaux qui sont massifs en Amérique du Sud. Là, il y a le début peut-être de quelque chose qui se passe en Espagne. Comment ça marche? À chaque fois sur des moyens différents. En Espagne, c'est à partir d'un mouvement social de masse, demandant d'ailleurs un mouvement social qui est certes sur des revendications économiques de droit au logement, mais en même temps sur des revendications purement politiques, justement, de redonnez-nous le pouvoir et de lutte contre la caste. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais ce qui me plaît dans l'expérience du mouvement ouvrier après 1848 qui se met en place, c'est cette idée-là de nous n'avons besoin de personne et d'attendre de quoi que ce soit pour commencer à travailler à notre émancipation, puisque nous sommes nous les producteurs. Il faut s'associer, et la solution économique de l'association, c'est l'association de production, d'échange et de consommation d'une part, et puis politiquement, c'est ce qui va très rapidement devenir la fédération de communes libres. C'est la Commune de Paris, c'est cette idée que la solution politique, ce vers quoi on doit aller, c'est vers le bas, par en bas, de créer une fédération de communes libres, et c'est ça qui doit remplacer les États. Bon, je pars un peu là dans tous les sens. Mais je pense qu'il y a, en tout cas dans ce cœur de cette expérience de la défaite de la République démocratique et sociale, les ferments de quelque chose qu'on peut reprendre comme méthode d'émancipation et qui va donner lieu à l'idée que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes dans la première internationale. Alors, 2 interventions, Roland le paysan et Pierre. Oui. Donc, en fait, le produit privé, il est régaliable.
l'irrémédiable n'existe pas. Et donc, il faut le défoncer. Et c'est possible, bien sûr. Alors, je reprendrai quelques éléments. Je disais tout à l'heure, c'est le religieux a pris le dessus. Je dirais aussi l'émotionnel, qui est une part importante de la situation d'aujourd'hui et dont les gens vivent. On réagit à l'émotion. On ne réagit pas à la raison, on ne réagit pas en réfléchissant, on réagit. Donc l'émotionnel. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve à 70-75% d'accord avec la déchéance, etc., une aberration pas possible. Bon, c'est quelque chose d'impensable, quoi. L'idée de voter. On va sur une république qui aura une république plus que le nom bientôt. Hein. Puis, normalement, dans la démocratie, il y a aussi l'information des citoyens. Or, aujourd'hui, l'information, il n'y en a quasiment pas. Ou qui va dans le seul sens. Toujours la même. L'information un peu différente, il faut vraiment se la chercher et gratter. Et quand je dis l'information, quand il ne s'agit pas de désinformation ou de mensonges pur et simple. Et c'est courant. Il y a des multiples exemples de mensonges caractérisés, répétés par les médias et par le gouvernement, alors qu'on peut les connaître, on peut les trouver. Il y a des sites qui nous les citent avec les documents véritables. Seulement, comment on l'a dit déjà dans un autre atelier, il y a eu aussi la dépolitisation des gens. Et on a fabriqué cette dépolitisation. Cette dépolitisation, elle a été voulue. Et on se retrouve effectivement plus que dans le droit de la marchandise. On a le droit effectivement de contester la marchandise, et encore, pas toujours. Les OGM, tout ça, il ne faut pas trop y aller, parce qu'on est des ringards, etc. Il ne faut pas faire ça. Mais c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Ouais, tu veux me couper la parole, toi, là, non, il faut être court. Pour partager. Pierre. T'as pas fini. Ouais, tu m'as coupé. Alors on passe le micro à Pierre et ensuite à Madame. Je suis gêné vis-à-vis de toi. C'est extrêmement intéressant. Disait Samuel, en juin 48, au fond, les ouvriers ont dit l'État, ça ne va pas, on va se passer de l'État. Si on dit ça aujourd'hui, contredisez-moi, mais c'est pas crédible ça, c'est pas ça, c'est pas possible. 45 salariés de la librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand, sur le tas. Plus rien. Une très belle librairie, au passage, fermée. Toutes les institutions légales disent ça ne peut pas continuer. 15 salariés hommes et femmes disent non, la librairie continuera. Chers amis, allez acheter vos livres à la coopérative de la librairie des Volcans, elle marche par les travailleurs eux-mêmes. Dans un quartier de Clermont-Ferrand, des parents d'élèves sont extrêmement mécontents de la qualité des mets servis à midi. Que font-ils? Ils ont constitué eux-mêmes une petite société qui fait des repas pour l'école maternelle. Un mastodonte dans la région de Marseille, un mastodonte international, dit Fralib Ota. Au bout de 1336 jours de grève, ils arrivent et ils gèrent l'entreprise. Notre ami disait là, mais il ne faut pas donner je caricature légèrement, il ne faut pas donner la proportionnelle parce que les gens tout de suite ils ne sauront pas. Ah, en 2005, tout le monde, excepté le NPA, le Parti communiste, tous les autres, disent qu'il faut voter oui. Les télés, les médias, les journaux, le harcèlement.
Le peuple, dans sa majorité, dit « ce n'est pas bien, je vote non ». Et le non l'emporte. Je ne m'arrête pas sur ce qui s'est passé après. Barcelone, le Parlement, etc. Parce que ce qui me taraude, excusez-moi, je donne un jugement de valeur, nous vivons un bon moment d'échange. Mais alors, comment faire pour que ça devienne la République? Oui ou non, est-ce la question? Est-ce que là n'est pas le cœur de la République? Est-ce que c'est donc pas, mais c'est une question, elle me taraude souvent, comment arriver que les petits, modestes exemples que je vous ai donnés deviennent plus larges, plus collectifs, emparés par tout le monde? Ça ne peut qu'être par le peuple lui-même. Les partis politiques, tous, vous me connaissez tous, ne se renouvelleront pas d'eux-mêmes. Nous devons reconstruire des partis politiques qui ne font plus la politique seulement verticalement, horizontalement en haut, mais où la politique se construit d'en bas. Tous les partis politiques disent maintenant, on va faire un projet et on va vous le soumettre. Ça, c'est la fin de la fin. C'est que voulez-vous et nous serons les porteurs sur notre contrôle. Je ne sais pas s'il faut dire 6e République, s'il faut travailler tout de suite. J'ai personnellement beaucoup réfléchi, excusez-moi, notamment Robert, j'y crois de moins en moins. C'est dans la vie qu'on va inventer. Et je ne pense pas qu'elle aura besoin de numéros. Je pense que la société française aura besoin de sa République où elle a le pouvoir. Je me demande donc, et j'arrête, parce que Daniel Coffin ne va pas être content. Puis on va m'accuser de favoritisme. Je me demande donc si c'est par tous ces exemples qu'il faut se démultiplier, qu'il faut travailler à ça. Sinon, je ne vois pas d'autre issue. Jean. Madame, ensuite, Madame derrière, et on tâchera de répondre. Et donc moi je voudrais attirer l'attention, attention à un aspect qui n'a pas tellement été, évoqué, mais c'est vraiment en continuité à ce que vous venez de dire et les autres avant, c'est-à-dire effectivement, c'est ça la question principale, c'est-à-dire la démocratie, comment vraiment la faire vivre, comment vraiment faire en sorte qu'elle existe, parce qu'elle n'existe pas. Je ne sais pas si elle a déjà vraiment existé, la vraie démocratie. C'est peut-être quelque chose de nouveau qu'on doit instaurer. Et comment le faire justement pour que toutes ces petites expériences dont vous avez parlé deviennent la règle et que tout fonctionne de cette façon? Moi je pense qu'il y a une réponse à ça, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'on doit s'éduquer nous tous, pas uniquement l'éducation des jeunes, mais ça commence là. On doit être éduqués à la démocratie, au pouvoir, parce que les puissants, eux, ils sont éduqués au pouvoir. Hein, et depuis tout petit, ils savent qu'ils sont au pouvoir et depuis tout jeune, dans leurs écoles d'élite, etc., ils sont éduqués à ça. Mais nous, par contre, on n'a jamais appris. Moi, j'ai fait des études, j'ai été à l'école, bon, j'ai commencé en Pologne parce que je suis polonaise d'origine. On m'a jamais, dans un pays démocratique, on nous disait que nous, on est un pays démocratique, j'ai jamais été éduquée à la démocratie, en fait. C'est-à-dire, et ça commence donc à l'école, mais aussi dans nos organisations. Je pense qu'on a beaucoup d'autocritique à se faire dans différentes organisations, associations. Est-ce qu'elles fonctionnent réellement d'une manière démocratique? Est-ce que tous les adhérents sont invités vraiment à participer? Je ne dis pas qu'il y en a qui s'approprient le pouvoir et ils ne veulent pas faire participer. Des fois, ils sont tout seuls, il y a quelques personnes qui gèrent, parce que les autres ne sont pas habitués à partager le pouvoir, à s'impliquer en fait. C'est l'implication citoyenne, c'est aussi ça la question. C'est-à-dire comment faire en sorte que tout le monde ait envie de s'impliquer et ils prennent plaisir, parce que c'est vraiment plaisant. Alors je vous donne juste pour terminer un petit exemple de quelque chose que j'ai observé en tant que... Bon, je suis enseignante, chercheuse aussi, je travaille entre autres, sur des discussions à visée philosophique à l'école. Donc j'ai eu à observer et à analyser ça, et j'ai découvert ça, c'est magnifique. Les enfants, quand on les met en situation de débat, mais vraiment démocratique, où la parole est distribuée d'une manière démocratique, où on a droit de se taire, mais on a droit de prendre la parole, on a droit de dire une bêtise, on a droit de réfléchir ensemble, etc. J'ai vu des choses magnifiques. Ces enfants, c'est vraiment magnifique ce qu'ils arrivent à... Comment ils se respectent mutuellement, comment ils arrivent à progresser ensemble. C'est incroyable. J'étais bluffée. Par contre, quand vous allez, on a fait même type d'expérience, et à Clermont-Ferrand ça a été fait, mais pas uniquement, ça commence à être connu, même si ces débats n'ont pas tellement pris dans les écoles, mais ça, il faudrait les soutenir.
on a fait des expériences au collège et on n'a fait plus cette dynamique-là. C'est fini. Là, les enfants ne sont plus du tout dans la dynamique de prendre la parole, de s'exprimer, de décider ensemble, de voter ou de faire des choses comme ça. C'est fini pour eux. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être caricatural, mais je pense qu'il faut commencer. Et c'est là, à long terme, il faut qu'on commence enfin à réfléchir à long terme, comment s'éduquer, comment éduquer les enfants, comment nous éduquer nous-mêmes à la démocratie, parce que c'est quelque chose qui s'apprend. Et les autres en face, ils savent faire, et nous, on ne sait pas. Merci. À madame derrière. Et ensuite, on revient. Oui, on va parler dans le micro, ça va? De toute façon, j'ai une voix qui porte bien. Quand je parle dans le micro, je les explose. Bien, je voudrais rebondir par rapport à madame qui a parlé là-bas en disant « Je défile dans la rue, je fais des manifestations, je signe des pétitions et puis apparemment ça ne donne rien. » Ben oui, moi j'ai envie de dire quelque part, il faudrait être dans l'action. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment autour de nous. Vous avez une association qui a prétention de se présenter aux prochaines présidentielles, à savoir les citoyens du vote blanc. Vous avez aussi... Ça vous fait sourire, d'accord, vous avez le droit. Du coup, vous me faites rire aussi. Vous avez également un mouvement qui est en route, c'est pour une démocratie directe. Effectivement, je déplore qu'il n'y ait plus de référendum, qu'il n'y ait pas de votation citoyenne, comme on dit au Canada, mais bon, c'est comme ça. Dans le même ordre d'idées, vous avez des choses qui bougent dans l'Allier, notamment il y a un mouvement pour une MLC, c'est une monnaie locale complémentaire. Vous aviez ici tout à l'heure le président d'Exedra Réflexion, enfin, M. Martinez qui vient de partir. Nous avons fait le mois dernier une grande réunion pour parler de ça, nous étions quand même 25 dans la salle. Dimanche dernier à Saint-Menou, nous étions 40 dans la salle pour parler de ce sujet. Quand on s'intéresse à une monnaie locale complémentaire, croyez-moi, on comprend comment fonctionne dans les grandes lignes, je dis bien, le monde de la finance. Et c'est pas joli, joli. Vous avez le mouvement aussi extrêmement intéressant, les colibris. Je ne sais pas si vous connaissez la légende du petit colibri, mais si on a le temps, je vous la raconterai. C'est, voilà, Pierre Rabhi, et vraiment, ils font des choses extraordinaires. Il y a un autre mouvement qui s'occupe d'étudier la Constitution et éventuellement de la réécrire. Vous avez l'économie collaborative qui en ce moment en fait fureur. Vous avez la communication non violente dont l'enseignante vient de parler, ça tombe sous la même... C'est très intéressant, c'est apprendre à comment s'écouter, comment effectivement dire des bêtises sans se sentir ridicule. Et ça, c'est très important. Et je finirai donc avec la pédagogie Steiner, Montessori. Il faudrait peut-être qu'on aille voir un petit peu plus ce qui s'y passe et s'en inspirer. Merci. C'était l'espace optimiste. Comment? C'était l'espace optimiste. Alors, 2 éléments de réponse, d'accord? Cyril. Trahi par la technique. Non, je ne rigole pas de ce mouvement sur je ne vote pas de ce mouvement sur je ne rigole pas de ce mouvement sur le vote blanc. C'est très important parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on est dans une crise du politique parce qu'il y a une non-reconnaissance de cela. Oui, mais là c'est un parti. Attendez, je vous ai pas coupé, madame, s'il vous plaît. Oui, pardon. Merci. Évitez les... Donc, je développerai pas ça, c'est pas grave. Pour résumer un peu ce qu'on a dit aujourd'hui, ce soir, il faudrait bien quand même qu'on aborde cette question de la déchéance. Aujourd'hui, on est dans un climat qui est guère favorable aux valeurs sociales et culturelles. Ça se résume depuis 3 événements. Les manifs anti-mariage pour tous. Je ne parle pas pour ou contre, je parle du mouvement contre, de la traduction de ces mouvements. Donc, d'un balancier d'une société qui n'est pas nécessairement, une partie du moins, dans l'idée de la progression des mœurs, la progression de la société en règle générale, le mouvement des bonnets rouges et le ras-le-bol fiscal. Là aussi, on touche à quelque chose de la République sur l'impôt. À quoi il sert? Financer nos services publics. Et à quoi servent nos services publics? Nous éduquer,
nous soigner, etc. Je ne fais pas la liste. Quelque chose d'assez constitutif. Tout à l'heure, sur deuxième chose, sur arrêtons de penser, nom de Dieu, que c'est bien de se regrouper. On s'est regroupé sous Charlie, on s'est regroupé à la suite du 13 novembre. On a bien vu ce que ça donnait aux élections aussi, ça, hein, la traduction. Donc peut-être qu'il faut qu'effectivement on se regroupe. Mais moi, je crois très fort qu'il faut qu'on arrête de penser que les solutions ne peuvent pas se traduire électoralement. C'est bien de les décider ensemble et c'est bien de les pousser dans les urnes. Parce que si on ne les pousse pas dans les urnes, il n'y a pas de transformation sociale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, sur quelle mise en commun, bah oui, je suis assez d'accord pour qu'on revienne, tu le disais Pierre tout à l'heure, sur une notion de référendum, et oui, ce qu'on a fait, ça ne sert pas nécessairement à rien. Alors après, on peut parler des répercussions que ça a eu, ce que Sarkozy en a fait, hein, de notre nom. Non, il n'y en a pas. Hein, bon, ça, on peut aussi l'évoquer. Sur l'économie collaborative, je termine là-dessus. Sur l'économie, oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord, il n'y a aucun problème là-dessus. Sur l'économie collaborative, c'est une vaste fumisterie. Je vous le dis tout de suite. Je ne parle pas, attendez, hein, je ne parle pas de celle que nous on défend, je parle de celle qui vient de passer au Parlement. L'ubérisation. Le nouveau contexte politique qui consiste à soutenir ce genre de choses où on met tout le monde en concurrence. Donc du coup on fait le précariat parce que forcément ceux qui vont dans ce genre de système économique courent plusieurs emplois à la fois. Donc on est dans, excusez-moi l'utilisation de l'anglais, American Way of Life. Je promène le chien, je conduis le taxi, je fais les courses, et pourquoi pas, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on veut réellement, c'est la fin du CDI. Il faut le dire tel qu'il est. Moi, je ne me réjouis pas aujourd'hui de voir aussi que les contrats aidés à la con, là, les CU, je ne sais pas quoi, ils n'ont pas été supprimés. Parce que quand on voit la misère que ce que gagnent certains ou certaines à aller travailler, ça s'appelle du chantage à l'emploi, ça. Bon. Donc sur l'économie collaborative, attention à ce qu'on veut en faire et attention à ce qu'on y met derrière. Les centrales de réservation par Internet, etc. Tout ce qui favorise en fait la disparition de l'humain. 5 minutes, je viens sur la déchéance de nationalité pour finir. C'est 3 minutes, tu me donnes, c'est bien. La déchéance de nationalité, puis je reviens avant la déchéance sur la crise qu'on a vécue avec les réfugiés dans la Lille. Le gouvernement a décidé d'en accueillir, très bien, je ne reviens pas là-dessus. Moi, j'ai assez mal vécu en tant que président de la LDH pour avoir soutenu l'accueil à Varennes, ce qui s'est passé. On n'a jamais vu, je vais vous dire, j'ai honte 3 fois. J'ai honte pour les valeurs qu'ont portées mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, qui fait qu'aujourd'hui on vit libre et qu'on a le droit de voter. Et nom de Dieu, ce droit de vote, il faut l'utiliser si on veut que les choses changent. J'ai honte aussi parce que les propos que j'ai écoutés, on les avait plus entendus depuis 1945. C'est pas joli à voir. Et la troisième chose, c'est qu'on sait très bien, et les uns et les autres par nos origines, que cette espèce de tentation de nous faire croire qu'on est tous 100% français, c'est de la vraie connerie. Et ça a commencé comme ça. Et ça continue. Cette déchéance de la nationalité. Et Duflot, elle a raison de dire, je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'elle dit, mais elle a eu raison de le dénoncer en disant que c'était des idées d'un autre temps. Moi, je pense que de toute manière, le raisonnement, il est très simple. La déchéance de nationalité, c'est du flanc. Dans la mesure où les terroristes, pour qu'elles soient nationales, binationales, trinationales, ce qu'on veut, tout ça, c'est des conneries. Les gens qui meurent aujourd'hui, les terroristes qui font ces actes, ils ne meurent pas français, ils ne meurent pas binationaux, ils meurent en morceaux. Voilà ce qu'ils veulent. Et ils veulent mourir en martyrs. Alors je crois absolument pas une seule seconde, moi, qui vont arriver à la bord de la frontière en disant « Oh là 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 là, il y a la déchéance, on ne va surtout pas faire de terrorisme. » Voilà. Je finis là-dessus. Événement du 13 novembre. Dans les 9 terroristes, 0 binationaux. Dans nos frères et nos sœurs, dans les hommes et les femmes qui sont morts. 27 l'été. C'est QFD. Donc voilà, on entend aussi le rétablissement de la peine de mort. Pourquoi pas Cayenne bon. Non.
ces gens ils meurent avec des ceintures d'explosifs ou ils meurent assassinés par les forces de l'ordre. C'est leur volonté. Donc on peut déchoir tout ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Moi je crois que le problème il est, d'un point de vue constitutionnel aujourd'hui, et on est dans l'esprit de notre réunion ce soir sur ce qu'on met en commun ou ce qu'on ne met pas en commun, la confusion entre le législatif et l'exécutif, la relégation des pouvoirs judiciaires aujourd'hui la justice n'a plus un rôle de gardien des libertés et de sanction aussi, parce que la vie en commun, elle a des règles. Voilà. Et on va faire 2 catégories de Français. On va répondre à une demande du Front National, qui d'ailleurs n'a pas voté le texte parce qu'il considère qu'il faut qu'on aille encore plus loin. Et oui, voilà, on rentre dans les symboles, mais les symboles, ils ont une importance, contrairement à ce que pensent certains. Donc, on va commencer par s'occuper aussi de nos problèmes nationaux. Et ça veut dire que si on doit exclure les nationaux ou les binationaux, on va faire une terre déchetterie. On s'en va vers quelque chose qui n'est pas très joli. Je pense que c'est complètement inutile et que les gens qui portent ce texte se grandiraient tout de suite à demander, ou du moins à retirer ce texte. Samuel, et ensuite on reviendra monsieur. Merci. Je pense qu'en revenant sur différentes questions, il y a différentes questions qui sont vraiment au cœur du paradoxe, au cœur de la difficulté politique d'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de mouvements divers, Madame vous en avez parlé d'un certain nombre. Il y a, je ne vais pas dire jamais eu autant de luttes, mais il reste des luttes, et certaines qui donnent des résultats qui ne sont pas minces. Quand une entreprise, même de petite taille, elle est récupérée par des salariés pour fonctionner de façon autogérée, c'est pas rien. Donc la question centrale qui est posée par Pierre, pour moi c'est la question politique centrale. Comment est-ce que toute cette énergie et tous ces projets différents, comment ça se fait qu'ils restent séparés ? Comment ça se fait qu'aucune démarche de fédération de ces projets ne fonctionne? Parce que c'est pas comme s'il en manquait. On a notamment ces très jolis appareils du siècle précédent que sont les partis politiques, et qui normalement, c'est un peu leur rôle, c'est de donner, ce que vous disiez, un débouché politique. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi au contraire, il y a une sorte de rejet, alors absolument complet, de tout parti politique qui voudrait venir et essayer de se nourrir de ces luttes-là? Pourquoi? C'est pas facile d'y répondre, mais je pense qu'une des raisons, c'est cette fameuse idée du débouché électoral. C'est que tant que les partis qui disent faire de la politique se donneront un but électoral, je pense, c'est une prédiction qui n'engage pas grand-chose à part ma parole, je pense que ça ne fonctionnera pas. Qu'aucun parti, il peut s'appeler Mélenchon, il peut s'appeler NPA, il peut s'appeler ce que vous voulez, qui arriverait en disant « Ah oui, mais il faut que vous commenciez à travailler ensemble, telle association, telle entreprise, tel truc. Moi, juste, je vous mets en commun, par contre, vous comprenez bien, dans 2 ans, je me présente, est-ce que vous votez pour moi ?» Ça n'a pas de sens. C'est ce modèle-là de politique, de mon point de vue, il est entièrement fini, et on peut s'en réjouir, puisque ça fait, à mon sens, un siècle que les partis politiques se servent des mobilisations pour des enjeux électoraux, mais qui sont certes, alors après ils vont faire des mesures, etc., mais ces mesures, on pourrait les faire sans eux. C'est cette situation complètement bizarre, où on a ces professionnels de la politique qui ont monopolisé l'appareil d'État, qui monopolisent les processus de décision, et qui, un peu comme des mafieux, excusez-moi, disent, si vous voulez faire quelque chose, il faut en passer par nous. Si vous voulez faire quelque chose, il faut rentrer dans le parti. Ce type de mon point de vue, alors c'est peut-être une histoire, je ne sais pas, est-ce que c'est générationnel, est-ce que c'est que les temps changent? Je sais que c'est comme ça qu'ont fonctionné beaucoup de partis, y compris le Parti communiste, qui avait un véritable ancrage social, mais je pense que même à l'époque, en tout cas en le voyant avec un regard rétrospectif, c'était déjà de l'arnaque, c'était déjà de l'utilisation de force et de volonté et de lutte dans un but électoral, de récupération de ces luttes, en disant vous êtes bien obligés de passer par nous pour que quelque chose change. Je pense que cette idée-là, en tout cas, elle ne marche plus. Mais malgré tout, on a bien besoin d'un moyen
de faire du commun, de faire du collectif, parce qu'on ne peut pas juste dire, bah alors il ne faut pas en passer par les partis, mais on va tous rester dans notre coin. Et là, pour le coup, force est de constater qu'on n'a pas, que personne n'a la clé de comment faire. La seule clé qu'on avait, qui est les partis, elle ne fonctionne plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que une première voie, l'éducation au pouvoir, pas à n'importe quel pouvoir, au pouvoir d'agir, au pouvoir de faire, pas au pouvoir sûr, pas au pouvoir de contrôle d'un individu sur un autre, mais au pouvoir d'agir, au pouvoir de faire des choses. Oui, mais l'éducation, on n'a pas le temps, c'est maintenant. Et en fait, ce qu'il faut, je suis d'accord avec cette idée d'éducation. On n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'elle aille, il faut que prendre en considération, de mon point de vue, le fait que il y a des situations historiques où cet apprentissage se fait extrêmement vite. Les petits ouvriers du 19e siècle, les ouvriers du 19e siècle que j'étudie, passent. Il faut imaginer ce que c'est, ne serait-ce que le passage à 48, c'est pas juste qu'ils peuvent voter, ils ont été privés de tout droit politique, et du jour au lendemain, ils sont intégrés à la garde nationale, ils votent pour les élus à l'Assemblée, ils votent pour les élus de leur corporation et de leur métier, ils créent des associations ouvrières, c'est-à-dire l'éducation, ça se fait en marchant. Aussi en marchant, pas seulement, et c'est génial, et toutes les initiatives de ce là sont... Bon, mes premières visions, c'est vrai, l'éducation au faire, l'éducation au pouvoir d'agir. Après, il y a peut-être une autre solution, une autre voie, qui est la voie prise notamment par les gens de Podemos et puis par ceux qu'on appelle, disons, les populistes d'Amérique du Sud, qui est la voie d'utiliser l'émotion. Je reviens sur ce que vous disiez. Vous disiez, il y a trop d'émotions. Eux, ce qu'ils disent, c'est que le problème, c'est pas qu'il y a trop d'émotions, c'est qu'on laisse l'émotion à nos ennemis. On laisse toute la sphère émotionnelle, tout l'appel aux émotions, on les laisse à l'extrême droite, qui mobilise la peur. Or, l'émotion, du point de vue on va dire, des théories populistes sud-américaines, c'est aussi un moyen de faire du lien, c'est un moyen de faire du commun, c'est un moyen d'amener les gens ensemble en insistant, ah oui, c'est pas juste le débat rationnel, c'est aussi de les regrouper dans quelque chose qui est peut-être un petit peu illusoire, peut-être un peu dangereux, peut-être un peu, mais en disant, en tout cas leur point de vue, c'est la politique, c'est aussi de se salir les mains avec l'émotionnel et pas uniquement avec le rationnel. Et puis, troisième, donc, la voie du l'empowerment, disons, du pouvoir d'agir, la voie de l'émotion et de faire des grands rassemblements sur la base de quelques idées, quelques slogans, quelques émotions communes, notamment la colère et la rage. Enfin, je veux dire, Podemos, c'est contre la caste, hein, et c'est ça qui marche, c'est anti-caste. Bernie Sanders, qui peut-être qui serait complètement fou, le président américain, sur l'émotion, c'est pas un discours rationnel, il dit c'est Wall Street, mais ça c'est de l'émotion, même si ça a un fond de vérité. Et puis une troisième voie qui est peut-être différente, mais qui est une tradition qui, je pense, a donné des atouts, hein, enfin donner des choses. C'est la tradition anarcho-syndicaliste, qui maintenant s'est beaucoup épuisée, mais c'est de dire que c'est dans le lieu même de travail, de vie, que se constituent les liens. On ne va pas faire les choses à l'envers. On constitue du lien à partir du bas et en proposant la fédération, mais par en bas, et ça ne peut venir par en bas. Et si ça ne vient pas, il faut se poser la question de pourquoi, mais essayer de combler le manque de désir de faire commun par en bas, par un désir par en haut, ça ne marchera pas. On va prendre encore peut-être quelques questions parce qu'il n'est pas loin de 8 heures. Monsieur voulait intervenir? Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. La première, c'est pour moi, il y a une évolution de la République, je viens de très loin, qui est en fait, qui progressivement a fait disparaître la notion qui est derrière dans la République, cette conflictualité et le lieu où la conflictualité doit être exprimée et qui permet effectivement d'aller passer. Ça, c'est pour moi ce cheminement. Ce cheminement, il a été volontairement anesthésié. On a anesthésié ce mouvement-là à partir de Napoléon III, et puis etc. Et aujourd'hui, on se trouve devant quoi? On se trouve devant une société individualiste qui, par les bons aspects, permet une certaine libération de l'individu,
mais qui, par son mauvais aspect de l'individualisme, que toute chose n'est jamais simple et toujours bivalente, donne cet élément que finalement on a cassé les solidarités. C'est en définitive tout le mouvement que l'on a aujourd'hui avec les... En particulier, il faut lire avec un délice remarquable le dernier rapport qui a été déposé sur justement cette collaboration, cette économie collaborative qui a été déposée hier ou avant-hier. Et vous avez du temps à perdre, alors lisez-le, mais ça vaut la peine pour s'instruire sur ce qu'on peut dire comme connerie. Bien, mais à partir de là maintenant, on en est où? Moi j'ai le sentiment aujourd'hui, avec un recul de plus de 70 ans derrière, que finalement nous sommes rentrés dans une société de la suspicion. Et j'en voudrais qu'un seul exemple. Suspicion qui permet par exemple d'utiliser la mise à demeure, par exemple pour des syndicalistes, pour des militants en particulier au moment de 21, comme seule chose. Je le veux simplement dans la formulation dont c'est utilisé. Cette détérioration où finalement on n'a plus besoin de la preuve. Il suffit simplement d'avoir l'esprit que peut-être. Voilà. Et ça retrouve quelque chose de très ancien. Pensez quand même une chose qu'on a mobilisé à un moment donné quasiment l'ensemble de l'ICERN pour fabriquer une espèce de grille qui permettait de détecter, paraît-il, à l'âge de 4 ans, des enfants qui deviendraient des... Voilà, cette chose-là. Donc, on est rentré dans ce domaine de la suspicion, et là, je veux dire, on n'a pas la bonne réaction. Parce qu'on n'a pas la bonne réaction. Parce que la bonne réaction, ça n'est pas celle qui... C'est la réaction immédiate qui a suivi, en utilisant l'émotion après Charlie, non pas la grande manifestation qui était une récupération purement et simplement, une utilisation pour annihiler la réaction de la population. Comme aujourd'hui, d'une certaine mesure, le débat sur la citoyenneté, le débat sur cela, permet effectivement de ne pas mettre sur la table les vrais problèmes, le chômage, etc., etc., tous ces éléments-là, qui sont les éléments vitaux. Mais on s'empoigne pendant 5 mois, 6 mois sur cette notion qui, effectivement, ne sert rigoureusement à rien. Mais le vrai symbole de cette opération, ce n'est pas qu'on va mettre un symbole. Le vrai symbole, c'est que c'est le moyen de faire renforcer les pouvoirs de police et donner quand même, imaginez 30 secondes, on a les pouvoirs spéciaux. Quelqu'un, un gouvernement quel qu'il soit, un président quel qu'il soit, décide ses pouvoirs spéciaux, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il fait? Il a en plus, on n'annule pas l'article 16 de la Constitution. On ne l'annule pas. Ça veut dire, on n'annule pas non plus la possibilité de dissoudre l'Assemblée. Moi, si je suis là, avec ces pouvoirs, croyez-moi, Napoléon III, c'est un petit garçon à côté de moi. Parce que j'utilise tous ces moyens et je deviens le pouvoir et je peux obtenir tout. D'autant plus que j'ai totalement renforcé les pouvoirs de police. Merci. Merci. Alors, 1, 2, 3, avec beaucoup de concision. Oui, je vais faire très court. C'est juste qu'on a vaguement évoqué le syndicalisme. Et c'est vrai que ça a quand même été une réponse qui a quand même fonctionné. Et c'est vrai que ces derniers temps, on voit à la fois que les syndicats ces derniers temps, c'est un moment, hein, mais les syndicats se vident à mesure qu'ils sont intégrés aux